Salut, c'est Clémentine et Lise, Coach Mindset et Coach Business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, Prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, au micro du podcast de la loose, nous recevons Priscilla Benchimol qui accompagne les entrepreneuses à transformer leur expertise en une offre à fort impact à travers l'ingénierie pédagogique. Sa secret sauce, un savant mélange entre stratégie marketing, expertise en pédagogie, connaissance en neurosciences et passion assumée pour la structure et la capacité à voir le potentiel qui sommeille dans chaque projet. Bonjour Priscilla, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, merci. On est ravis de te recevoir au micro du podcast, mais avant de débuter et de parler de tes looses, on a un petit jeu à proposer à nos invités. Donc le concept est simple, c'est des petites questions. Le but du jeu, c'est que tu puisses y répondre avec un maximum de spontanéité, donc du tac au tac. Tu as droit quand même à 2-3 secondes de réflexion si tu veux. Mais voilà, est-ce que tu es prête pour débuter ? Je suis prête. Super. Première question, quelle est la personne qui t'inspire le plus et pourquoi ? Ça Personne commence qui bien. m'inspire le plus. Ouais. C'est récent, je commence à avoir une petite admiration pour Michelle Obama. J'ai lu des choses sur elle, voilà, ça fait un peu cliché, mais là, c'est ce qui me vient spontanément. Je trouve qu'elle a à la fois un charisme de dingue et en même temps une douceur. Je la connais pas personnellement, hein, mais de ce que j'en vois et de ce que j'ai lu sur elle. Donc, elle m'inspire vachement en tant que femme, femme d'un président, qui entreprend plein de choses, en tant que maman, enfin voilà. Donc, c'est ce qui m'est venu spontanément. Je pense qu'il y en a d'autres, mais voilà ce qui m'est venu. Pour toi, du coup, c'est quoi le mantra ou la citation qui t'accompagne en ce moment ? En ce moment, tu fais de ton mieux. C'est chouette. C'est ça. C'est vrai. En ce moment, voilà. Vraiment en ce moment, Oui. c'est tu fais de ton mieux. Donc, compassion et pas autoflagellation. Écouter les auditeurs, les auditrices. Ok, en un seul mot, si je te dis échec, tu me réponds. En un seul mot, échec, panier. J'ai le droit de dire ça. Pourquoi donc ? Eh ben, je vais expliquer. Parce que j'avais assisté à une conférence de Michael Aguilar qui avait dit que quand on tombe, eh ben, il faut ramasser tout ce qu'on peut ramasser. Quand tu tombes à terre, bah, tu ramasses tout ce que tu peux ramasser. Voilà pourquoi je parle de panier. Ça me parle parce que je pense qu'on a assisté à la même conférence. Ah bah alors on Et devait être au même événement alors. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est une de ces punchlines, on va dire, qui m'a vraiment marquée. Et j'ai trouvé ça très beau et poétique en même temps, dans le sens, oui, tu te casses la gueule, mais en fait, il y a quelque chose à récupérer Ouais. au passage, quoi. Donc, Ah bah ouais, on a assisté à la même, c'était au Bichot de Aline. Et ouais, ça m'avait marqué cette phrase. Donc, c'est pas toujours possible quand tu es en train de manger le sable et que tu es au fond du trou. C'est pas toujours possible de se dire, OK, je vais ramasser des choses et je vais avoir un enseignement. Mais en réalité, c'est ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc, voilà pourquoi le mot panier me vient. Trop bien. Trop bien. Du coup, quelle est l'émotion qui te définit le plus en ce moment dans ta vie en général, que ce soit pro, perso, etc. En ce moment, les montagnes russes, c'est une émotion, ça. Ça va. T'as un mélange L'irrégularité. d'émotions. Ouais, en ce moment, c'est dur. À la date où on enregistre, là, on est à la veille de la reprise de septembre. C'est vraiment une émotion spéciale. Parce qu'à la fois, on sort des vacances, à la fois, on sait qu'il y a la montagne qui attend. Donc, attends, je vais trouver un mot. J'ai quand même... Alors, c'est pas une émotion, mais le mot qui me vient, c'est détermination. Donc, confiance. C'est pas des émotions, mais c'est des ressentis. Ok. Chouette. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné ou celui que tu exècres le plus ? Le pire conseil... Alors, je déteste quand on me donne des conseils qui nécessiteraient de revoir l'intégralité de mon projet et l'intégralité de ma stratégie. Complètement le conseil impossible. Mais sinon, d'une manière générale, le conseil que j'exècre, attends, je vais le trouver. Il y a 4 heures devant nous, c'est bon, t'inquiète. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de conseils que je rejette à part... Attends, je vais trouver. Ou le pire conseil qu'on m'ait donné, je crois que c'est tous les conseils qui sont de l'ordre de faire les choses bien, rentrer dans le rang, pas trop faire de vagues. Par opposition au type de conseils qui sont plutôt de l'ordre de s'écouter, écouter son intuition. Tant pis si ça va foutre la merde et tant pis si ça va occasionner des choses pas cool. Donc ce serait plutôt ces conseils-là que j'apprécie pas. C'est tous ces conseils qui finalement viennent projeter sur moi les peurs ou les schémas des autres où il faut pas faire trop de vagues. Je sais pas si c'est très clair. Voilà. Je préfère quand on me dit écoute-toi.
Et dernière question, un peu plus décalée, on va dire. Dis-nous un truc que personne ne sait sur toi. Ça peut être n'importe quoi, une anecdote, un truc inutile. Un truc inutile que personne ne sait. Ah OK. Je suis absolument fan des objets tout petits. Mais les objets tout petits, alors qu'ils existent en grand. Je suis complètement fan. Des miniatures, quand je trouve quelque chose en tout petit, alors que ça existe en gros, genre un tout petit pot de Nutella, un tout petit, je suis méga fan. Voilà, C'est tout mignon, quoi. j'ai une J'adore. passion absolue pour ça. Mais vraiment, vraiment, voilà. Je sais pas ce que ça veut dire de soi, mais j'aime bien le Je sais pas. Et si je peux le décliner en plus en différentes couleurs, alors là, c'est le paradis. c'est merveilleux. Voilà. OK, ça marche. Donc chez toi, tu as une collection de mini trucs. Non, même pas. Voilà, donc c'est pas du tout l'aspect professionnel. Et puis après, sinon, l'autre chose que très peu de personnes ne savent, parce que j'en parlais jusque-là pas beaucoup, c'est que quand on parle d'un projet, quand on parle de quelque chose ou qu'on parle d'une activité, même pas un projet, juste une activité professionnelle, ce qu'on fait dans la vie, j'ai des choses qui se présentent à moi, je vois des choses, enfin, en tout cas, surtout quand on parle d'un projet, je vois le PDF, je vois la plateforme, je vois le truc. En fait, il y a quelque chose qui est extrêmement clair pour moi. Quand quelqu'un essaye de démêler quelque chose, c'est toujours très, très clair pour moi. Et ça, je l'explique pas. Donc, j'ai mes compétences, j'ai l'ingénierie pédagogique, j'ai plein de choses, mais j'ai autre chose que je n'explique pas, mais c'est assez fou. Voilà. C'est ton super pouvoir. C'est C'est mon ça. super pouvoir, exactement. Une espèce de clairvoyance sur Ouais, sympa. vraiment, les idées viennent très, très vite, et c'est génial. C'est vraiment génial. Trop Pour les bien. autres, pas forcément pour moi. Oui, c'est ça, mais pour ceux que tu accompagnes, ça, c'est pas mal. C'est Ouais, pratique. OK, trop bien. Bah, merci pour ces 2 petites anecdotes, hein, du coup. plaisir. Donc nous, on est vraiment donc, bah, ravis de t'accueillir au micro et si on est là aujourd'hui, évidemment, c'est pour parler un peu loose, galère, remise en question, tout ce que tu veux. Et donc toi, tu nous avais dit en off, enfin, lors d'un précédent rendez-vous, qu'un échec qui a été particulièrement violent, une expérience qui a été particulièrement violente, c'est que tu as eu un vrai blackout, quoi. Mmh. Il y a eu un jour où vraiment il y a plus personne, quoi, là, il y a un truc qui se passe. Avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte sur la situation de l'époque? Où Ouais, tu en étais? Qu'est-ce qui se passait? Voilà, qu'on se ouais, plonge ça un peu dans marche. l'histoire. OK, ça marche. Donc nous étions à ce moment-là, 2024. Donc je reviens tout petit peu en arrière pour qu'on comprenne. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2021. Officiellement 2021, mais 2020, j'avais commencé. Avant ça, j'ai été prof pendant 20 ans. Donc c'est une reconversion. J'ai été prof en lycée, j'étais prof à la fac, en école d'ingénieur. Donc c'est une reconversion. Je me suis d'abord lancée dans le coaching. D'abord coaching dev perso, en cabinet, en local. Donc faut imaginer que vraiment c'était pas du tout le même univers qu'aujourd'hui. Et les bilans de compétences et tout ça. En parallèle, je commençais déjà à accompagner des thérapeutes, des coachs pour les aider à structurer leurs accompagnements, leurs offres. Et donc, j'utilisais à ce moment-là la pédagogie. Et donc, fin deuxième partie de 2023, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en avais marre du dev perso, j'en avais marre de la répétition et que ça me manquait énormément en fait de créer. Et ce que je faisais déjà en parallèle, mais je n'avais pas d'offres, j'avais pas tout ça. Et donc, en septembre 2023, j'ai dit, allez, stop, j'y vais. J'y vais. Et donc là, plus du tout de local, plus du tout de communication locale, complètement autre chose. Et donc, j'assume pleinement que, bah, ok, je vais aider les gens à créer des formations. Et puis petit à petit, je me rends compte qu'en fait, c'est pas les formations qui me font kiffer, c'est tout le reste. En fait, c'est vraiment la transmission de son expertise, soit pour devenir un professionnel comme soi, soit pour aider d'autres personnes, mais en groupe, enfin bref, avec la pédagogie. Donc voilà, donc j'en suis là. Et donc en 2023, je lance tout ça et ça a pris très très vite, notamment parce que à ce moment-là, pendant l'été, je démarrais une collaboration avec Solène Feg. Donc j'ai été son bras droit sur la création de l'Académie des multipotentiels et même après sur Multipassion Prioritize. On a préparé le bêta-test ensemble. J'ai été aussi coach à l'intérieur du bêta-test et de la version 1 de la cohorte d'après. Et ça m'a apporté une grosse notoriété. Vraiment, vraiment. Donc très, très vite, j'ai eu beaucoup de clients, beaucoup de contrats. Et voilà, donc c'était trop bien, c'était génial. Et puis je m'éclatais. Par contre, je me sentais vraiment à ma place. Et c'était ultra diversifié. Moi, c'est ça dont j'avais besoin. Je pouvais être un jour sur l'Académie Business de Solène, un jour avec un coach sportif, un jour, avant ça, j'avais créé une école de sexothérapie, un jour avec un thérapeute de couple, un cuisinier, un coach sportif, une prof de yoga. Et en fait, c'est ça qui m'éclatait, en fait, vraiment. Et voilà, donc voilà le contexte. Tout se passe très bien. Voilà, j'ai tout se rempli. J'ai pas de temps du tout. Mais je kiffe. J'ai l'impression que je suis à ma place. Et donc voilà, ça commence comme ça l'histoire. Le contexte. Ok, donc tout va bien sous le soleil. On est sur les chapeaux de roue. Tu travailles beaucoup, j'imagine. Et ben voilà, Travail. c'est ça. Je travaille Et, énormément. et du coup, voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose. C'est ça.
Donc je travaille énormément, je travaille avec l'étranger, je travaille machin, donc je me lève très tôt pour les décalages horaires. Je finis très tard parce que je me l'étais imposé. Maintenant, avec le recul, bien sûr, j'ai pas mal de clients, enfin bref. Et donc je me tape des journées de dingue. Et je m'en rends pas compte, c'est un rouleau compresseur. Et en même temps, c'est aussi beaucoup de kiff. Donc je suis épuisée. Mais vraiment, vraiment épuisée. Et j'ai absolument pas de temps pour moi. Je passe des journées sans manger, sans pisser, sans. Enfin, vraiment, c'est. Voilà. Donc vraiment, vraiment, c'était, mais ça c'est que avec le recul que j'ai pu le comprendre, j'étais un zombie. J'étais vraiment un robot. J'étais absolument pas dans mon corps. J'étais absolument pas connectée à ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas du tout comment je tiens parce qu'habituellement je suis une grosse dormeuse, enfin, il y a un truc qui s'est passé dans mon corps très bizarre, je l'ai compris qu'après, mais en tout cas, il y a quelque chose qui faisait que je tenais et je ne sais pas comment. Et donc, on arrive en février 2024, c'est le gala Elevate de Geneviève Gauvin. Jane, si tu nous entends, ça n'a rien à voir avec ton gala parce qu'il était extraordinaire. C'était une soirée magnifique. Donc, je me gare, voilà, c'était près de la Tour Eiffel. Je réserve avec mon téléphone, avec une application, je réserve un parking. Et au moment d'arriver dans le parking, il s'avère que devant moi, il y avait une voiture, donc la grille s'est ouverte. Donc, je suis rentrée. C'est important pour la suite de l'histoire. Donc je suis rentrée, je me gare, je vais faire ma soirée, je kiffe, tout se passe bien, voilà. 1h du mat, je ressors, je prends l'application pour voir où est l'adresse et je me rends donc au parking que j'ai réservé. J'arrive dans le sous-sol, elle n'a pas du tout ma voiture. Mais vraiment pas du tout. Donc après avoir fait 8 fois le tour, mais vraiment me rendre à l'évidence, il n'y a pas ma voiture. Ok, il est 1h du mat, avec ma petite robe à paillettes, mes paillettes sur la tronche, mes talons, enfin vraiment. Et bon, ok, là je dis ok. Et là je commence à comprendre que effectivement je me suis pas garée dans le bon parking. Mais je n'ai aucun souvenir de là où je me suis garée. Et c'est la première fois que ça m'arrive parce que j'ai une mémoire de malade mentale, même qui fait peur des fois. Et c'est la première fois que ça m'arrive. En soi, il n'y a rien de grave. C'est-à-dire que j'aurais préféré qu'on me vole ma voiture. J'en ai rien à faire de ma voiture. Mais vraiment, je m'en fous. Mais c'est surtout qu'en fait, je me suis dit, il y avait ce qui m'inquiétait, c'était le blackout. Parce que pour sortir d'un parking, il faut quand même prendre des escaliers, prendre un ascenseur. C'est des parkings privés. Donc en fait, c'est un hall d'immeuble. Enfin, il y a un truc, quoi. Mais vraiment zéro souvenir. Et même quand j'ai retrouvé ma voiture, parce que je l'ai retrouvée, je n'avais aucun souvenir de cet endroit-là. Et le pire, c'est qu'il fallait un bip pour sortir du parking. Je ne sais même pas comment je suis sortie. Bon, bref. Dans cette histoire, ce qui a été le plus troublant pour moi, c'est que j'ai perdu mes moyens. Et c'est ça qui a été traumatisant et c'est ça qui a marqué un point d'arrêt et qui m'a fait un gros détonateur. J'ai perdu mes moyens, alors qu'habituellement, je suis cette nana qui va « Ok, on va faire ça, genre pas de panique, je trouve toujours la solution. » Là, j'étais une gamine en pleurs, complètement perdue. Et il y a quelque chose qui a lâché, en fait. Et ça, c'était effrayant, vraiment effrayant. Je ne faisais que pleurer. J'avais qu'une seule envie, c'est que quelqu'un s'arrête dans la rue. Entre 1 et 3 heures du mat, cette histoire dans Paris, il vaut mieux pas que quelqu'un s'arrête. J'avais juste envie qu'on s'occupe de moi et qu'on ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper, on va trouver une solution. Évidemment, les clés de ma voiture étaient de la clé de la maison étaient dans la voiture, évidemment, parce qu'avec mon petit sac de starlet, voilà, j'avais pas les clés. Personne n'était là chez moi, mon chéri était en province, bref, je pouvais rien faire en fait. Je suis allée dans le premier hôtel à côté, donc près de la Tour Eiffel, à 350 € la nuit. Non, je crois. Là, ma raison est revenue quand même. Je dit non. Donc j'ai pris un taxi, je suis allée dormir au Kremlin-Bicêtre dans un hôtel free, sans vêtements, enfin bref, l'enfer, à pleurer et à avoir peur parce qu'en fait, je me dis, en fait, ça se trouve, je suis même pas garée dans cet arrondissement. Je sais même pas où je suis garée. Je sais pas ce qui s'est passé dans ce laps de temps. Donc franchement horrible. Et j'étais hyper inquiète. Je me disais, si je la retrouve pas en fait, qu'est-ce qui se passe en fait? Combien de temps les gens vont mettre à se rendre compte? Combien de temps? Et je pensais au lundi matin, mon mec à son travail, elle est où ta voiture? Je sais pas. C'est Prise qui l'a perdue. Franchement, mais surtout, j'avais mal dans mon bien défoncer ma tronche parce qu'il était pas content que je me sois garée sur sa place. Mais j'étais pas en état de me... Voilà. Et donc voilà. Donc cette anecdote m'a énormément bousculée parce que ce trou noir, il n'était pas normal. Il n'était pas dans mes habitudes et surtout, il venait En fait, ce mur, il est venu avant le plus gros qui allait probablement arriver, c'est-à-dire le burn-out, quoi. Parce que j'y étais très très proche et je m'en étais pas rendu compte. Voilà, donc ça a été vraiment très très bousculant et j'ai mis je sais pas combien de jours voilà, j'ai gardé une phobie des parkings la nuit parce qu'il a fallu que je tourne beaucoup jusqu'à que vraiment je jette l'éponge et je dis bon bah tant pis parce que j'ai fait plus d'autres parkings quand même, j'en ai trouvé d'autres qui étaient ouverts, je ne sais pas comment, mais donc les pétoches. Donc voilà. Et c'est vrai que quand je raconte cette histoire, par exemple le lendemain quand je l'ai raconté à mon chéri, il mesurait pas parce qu'en fait
Il dit: «Bon, bah, c'est bon, tu l'as retrouvé, tout va bien. Bon, c'est un peu galère d'avoir dormi à l'hôpital et tout», mais en fait, c'était pas ça le plus traumatisant. C'était l'état dans lequel je me suis sentie qui était révélateur d'un effondrement en lien avec la quantité de travail incroyable que j'avais fourni et que je m'autorisais pas à ne pas fournir. Donc il y a eu vraiment un effondrement derrière, violent, très, très violent, même moralement et c'est pour ça que voilà, j'avais envie de parler de cette grosse loose parce qu'elle est en ram cet événement vient révéler en dessous plein de choses. L'épuisement bien sûr, mais plein d'autres choses qui expliquent justement que je sois allée jusqu'à ce point-là de non-retour. Et justement, du coup, bah, par rapport à cet événement donc, qui est quelque part isolé et qui, sur le papier, n'a aucun rapport avec le Mmh. contexte professionnel ou quoi que ce soit, comment ça s'est répercuté? Parce que donc, tu nous parles d'effondrement, tu as mis du temps à t'en remettre, etc. Mais du coup, comment ça s'est répercuté, on va dire, de manière concrète, pardon, que ce soit sur ton activité Mmh. professionnelle ou sur toi, ton mode de vie, tes pensées, ton émotion, ton niveau d'énergie, etc. Et ben, donc c'est arrivé dans la nuit du vendredi au samedi. Le samedi, je suis rentrée à la maison, bref et j'ai été vraiment un zombie. J'étais toute seule à la maison à ce moment-là, toute seule samedi, dimanche, complètement, zombie et c'était la première. Enfin, ça m'est jamais arrivé à part quand j'ai la grippe, que je suis clouée au lit et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'avais vraiment la sensation d'avoir un cerveau comme du beurre, un corps que je savais pas en fait où j'avais mal, pourquoi j'étais comme ça. Je pleurais énormément et ouais, quasi une journée et demie. Donc après, il y a eu le lundi. Le lundi, j'ai pas bossé, j'arrivais pas. Je pense qu'il y a eu une grosse semaine. Finalement, c'est pas tant que ça, mais c'est beaucoup quand on a l'habitude de bosser non-stop et de ne pas s'écouter surtout. Une grosse semaine à végéter, à pas savoir, à ne pas réussir à faire les choses, ne pas réussir à réfléchir. Donc ça, c'est pas possible, c'est mon outil principal de travail. À beaucoup pleurer, enfin, et de pas comprendre, de pas comprendre. Donc, au niveau boulot, en termes de répercussions, il n'y en a pas eu sur cette semaine-là parce que j'ai réussi à ruser et j'avais pris tellement d'avance que voilà, et c'est comme ça. Et de toute façon, j'avais pas le choix. C'est la première fois que je n'avais pas le choix. En vrai, j'aurais dû m'écouter bien avant, mais j'avais pas le choix. Donc, les répercussions, elles ont été de cet ordre-là. Une fatigue, mais énorme. Et puis là, je commençais à me dire, mais en fait, il y a quelque chose qui va pas. Mais en même temps, j'avais très peur. Je me dis, mais ok, mais je change quoi? Je fais quoi, en fait? Parce que c'est mon gagne-pain. Donc, j'arrête quoi? Et puis c'est là que tu commences à détricoter les choses et tu te dis, ok, en fait, ça vient toucher quoi? Si je refuse des clients, qu'est-ce que ça vient toucher? Parce qu'au final, j'ai les sous. Donc, si je refuse, parce que je savais pas faire ça, refuser une cliente. Ok, ça vient toucher quoi? Ok, là, et là, j'ai commencé à voir tout ce que ça venait toucher. Si je travaille moins, qu'est-ce que ça vient toucher? Enfin, voilà. Et donc, de toute façon, il y a eu un gros détonateur. J'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait, en plus de tout ça, une forme d'addiction au travail. Mais ça, voilà, je l'ai compris. Je l'avais déjà un peu compris, hein, mais je mettais sous le tapis depuis plusieurs années. J'ai toujours été investie dans des projets en permanence, ça ne s'arrête jamais. Quand j'étais prof, j'écrivais des bouquins. Quand ça suffisait pas, j'ai passé l'agrégation. Toujours quelque chose. J'ai compris qu'en réalité, c'était un mécanisme de fuite. Et donc forcément, l'entrepreneuriat est venu m'ouvrir toutes les portes avec zéro limite, avec en plus le besoin évidemment de faire rentrer des sous. Hop, le verrou il se met tout de suite, tu peux pas t'arrêter, tu peux pas te modérer parce qu'il faut faire rentrer des sous. Mais en réalité, c'est une excuse, parce que moi ça m'arrangeait bien. Ah, je me le conscientisais pas hein, sur le moment, mais ça m'arrangeait bien parce qu'en fait c'est une fuite. Mon cerveau, mon système nerveux est dérégulé et les moments en famille, les moments de repos, mon cerveau interprète ça comme un danger par rapport à des traumas que j'ai vécus dans l'enfance. Donc, je suis dans la fuite vers le haut, la fuite dans le mental, la fuite dans la stimulation intellectuelle, la fuite dans l'occupation, l'hyper-occupation, dans l'action. Et donc, en fait, c'est tout ça. Je me suis accompagnée à partir de ce février. La semaine suivante, j'ai commencé un boulot de ce côté-là. Et donc, on a décrypté tout ça. Mais ça veut dire que ça s'enlève pas du jour au lendemain. C'est pas, on se dit, ok, j'ai pris une claque, maintenant je vais me reposer et je vais prendre moins de clients. Parce que ça venait de faire bouger trop de choses à l'intérieur et ça venait créer beaucoup trop d'angoisse chez moi. Donc voilà, donc ça s'est fait petit à petit. La première grosse décision que j'ai prise, et je regrette pas du tout, mais je l'ai pas prise le premier jour, c'est de réfléchir à changer de modèle. Parce qu'en fait, c'est ce que je faisais avec mes clientes, mais je me le faisais pas pour moi. En fait, toutes mes clientes voulaient changer de modèle, soit sortir complètement du mode individuel, soit ajouter un format collectif, un coaching de groupe, un accompagnement collectif, une formation, un programme en ligne, à leur activité. Mais moi, je continue à faire de l'individuel et pourtant, je leur disais tous les jours, mais bien sûr que c'est pas parce que tu fais du sur-mesure que tu ne peux pas faire quelque chose en groupe. J'arrêtais pas de leur dire. Et moi, je tenais dur sur mon sur-mesure. Donc, je me suis remonté les manches et j'ai créé, donc c'était mon premier programme l'année dernière, créatrice d'impact. Donc, ce que je faisais en individuel, je l'ai transformé en collectif. Voilà. Donc ça a été vraiment
Et ça a mis de l'air. Ça a mis vraiment de l'air parce que on continue à faire ce qu'on aime. Voilà. Et je me suis obligée. En fait, j'ai tout remis à plat. J'ai dit, OK, je veux travailler. Idéalement, il faudrait que je travaille combien d'heures? Il faudrait que je gagne combien? Donc, OK, ça me fait tant d'heures. Et j'arrête de bosser jusqu'à 2 heures du mat. J'arrête de bosser à 6 heures du mat. Enfin, c'était vraiment des semaines de dingue. Et OK, donc combien de clientes il me faut pour ça et combien je ne peux pas dépasser? Et ça a été dur. Ça a été dur. Ça a l'air magique quand je le dis là. En réalité, si je suis 100% honnête, j'aime bien ce mot-là, c'est work in progress, hein. C'est encore, voilà, Ouais, parce que les derrière, jalons tu as sont dû venus. avoir des sacrées résistances, justement, comme tu Mmh. nous dis que tu avais cette addiction Mmh. due à visiblement un trauma ou visiblement si tu faisais rien, enfin de ce que j'entends, Ouais. le fait de ne rien faire, ça devait, voilà, comme tu dis, pour ta sécurité, c'était pas ouf. Mmh. Donc ça devait être une sacrée résistance de se dire: «Faut pas que je bosse jusqu'à Oh, deux c'est heures, horrible. faut que je diminue mon temps de travail, faut que je diminue, enfin faut que je fasse Mmh. autrement en tout cas parce que, bah, pour ma santé mentale là aujourd'hui c'est indispensable». Et en même temps, ce côté qui te dit: «Oui, mais aussi pour notre santé, pour notre sécurité, il faut que tu bouges, il faut que tu bouges». Ça a dû faire de sacrés, enfin comme tu dis work in progress, ça m'étonne pas parce que c'est quand même, Mmh. faut déprogrammer des années et des années et des années d'addiction, enfin et Mmh. d'adaptation en fait par rapport à ça. Tu l'as super bien résumé. C'est exactement ça. Les résistances sont très, très, très profondes. Parce que, alors là encore, hein, c'est avec tout ce que j'ai bossé ces derniers mois, ces 2 dernières années, enfin ce que j'ai bossé en thérapie, oui, c'est tellement ancré, c'est un logiciel, c'est un programme, c'est là. Et c'est terrible parce que tu te dis, mais en fait, quand la thérapeute m'a expliqué que c'est comme si que mon système nerveux était encore en mode incendie, en mode, il y a le feu, il y a un danger, faut se barrer, ou faut agir, ou faut combattre, tout le temps, il est tout le temps. Donc en fait, on comprend mieux les choses. Et c'est pour ça que quand je m'arrête, en fait, bah, lui, il comprend que c'est un danger. Mais c'est infernal, en fait. Et c'est pour ça que depuis des années, j'ai toujours. On me disait, mais. Alors, de temps en temps, j'avais des pauses, heureusement, mais c'était dur, il y avait toujours un sas. Il y avait toujours un sas presque de déprime avant de pouvoir basculer dans des vraies vacances et dans du lâcher-prise. Ou quand un projet se terminait, il y avait vraiment une phase de déprime. Et c'était terrible parce que autour de moi, on me disait, mais trouve-toi une passion, machin. J'avais juste, non, mais laissez-moi tranquille, en fait. Moi, j'ai juste envie de travailler, laissez-moi tranquille. Moi, je suis bien là avec mes bouquins, avec mes trucs. Et parce qu'en fait, l'inconfort est tellement violent, douloureux et difficile quand j'en sors que je préfère y rester. Et puis au passage, ça anesthésie tout, c'est très bien. Quand je travaille, ça anesthésie tout. Voilà. Il y a une autre résistance, enfin il y en a plein des résistances, hein, mais il y a plein de choses qui se jouaient en dessous. Mine de rien, il y avait tout ce qui est de l'ordre de la perfection. Évidemment, ça c'est ma maladie chronique, comme beaucoup, la recherche de perfection. Le rock qui tient, qui s'ébranle jamais, enfin voilà, cette image-là. Donc ça aussi, c'est une résistance. L'autre résistance, je l'ai perdue, c'était quoi que j'allais dire? Bon, elle me reviendra, c'est pas grave. Mais il y avait vraiment cette résistance-là. Ah si, ça y est, je l'ai retrouvée, bien sûr. Grosse, grosse résistance. La reconnaissance. Moi, j'ai compris que j'ai un panier percé au fond de mon ventre, au fond de mon cœur, de reconnaissance. Mais c'est pas celui de l'entrepreneuse qui est percé, c'est celui de la petite fille. Sauf qu'au final, je recherche cette reconnaissance en permanence, c'est pour ça que je fais tout ça. Et donc là, c'était terrible pour moi de me priver de cette reconnaissance. Elle me nourrissait tellement, enfin, elle nourrissait la petite fille tellement. Donc cette réussite, ces retours positifs, mais c'était horrible de m'en séparer, de m'en séparer, de les limiter. Enfin, voilà, c'était vraiment devenu une addiction. Mais j'aime bien cette image de panier percé parce que je l'utilise aussi parce que j'aime Mm. bien dire bah ouais, les compliments des autres, enfin la reconnaissance des autres, c'est sympa, mais en fait, si toi, tu as ton panier qui est percé, si toi, Ouais, t'as pas la capacité de les recevoir parce que toi-même, t'es pas en capacité de t'apporter ça, bah en fait, ça va te c'est faire ça. plaisir 2 minutes et demie et encore. Et après, tu vas te redire, putain, je suis qu'une grosse merde, il faut que j'aille chercher encore plus, Mm. que je donne encore plus pour que quelqu'un me redonne un peu de miettes de reconnaissance pour essayer de. Et comme tu dis, c'est sans fin et puis c'est C'est épuisant en sans fait. fin. Et t'es jamais satisfaite, tu seras jamais satisfaite en plus si tu restes Non, dans cette optique-là. Bah ouais, addictif aussi, là aussi. t'as Il y a un raison, c'est cercle sans fin. vicieux Oui. Et ça, j'en avais dégueulasse. déjà pris. En vrai, j'en avais. Oui, il est dégueulasse. Oui, complètement. Mais tu vois, le pire, c'est que j'en avais conscience déjà il y a 5 ans, quand j'ai passé l'agrégation. Donc l'agrégation, c'est le concours au-dessus du concours de prof classique. Donc dans ma matière, il y avait 8 postes dans toute la France. Donc le challenge de dingue. J'ai bossé
je peux même pas décrire tellement c'était absolument inhumain comment j'ai bossé. J'ai eu les écrits, donc les 18, ils en ont pris 18 pour les écrits. Je suis allée aux oraux, ça a été la boucherie, donc je l'ai pas eu. Et je sais qu'à ce moment-là, j'avais une copine très proche, qui est psychologue aussi, qui me disait régulièrement, elle me disait, mais c'est quoi ton pourquoi? Elle me demandait régulièrement mon pourquoi. Et moi, j'esquivais bien la question parce qu'en fait, mon pourquoi à ce moment-là, surtout que je savais que je voulais plus être prof, en fait. C'était, c'était complètement. Bref. Et je crois, j'aime croire ça en tout cas, que si je l'avais, tant mieux que je l'ai pas eu, parce que si je l'avais eu, en fait, ça m'a mis la claque, une première claque dont j'avais besoin. Bon, apparemment, il en a fallu d'autres. Mais ça a été la première brèche, en fait. Ouais, il y en a fallu d'autres, malheureusement, mais j'avais déjà compris cette addiction au projet, au truc. Il y avait quelque chose qui faisait que ça construisait mon identité. Enfin, je sentais que j'étais ébranlée et que j'arrivais pas à savoir qui j'étais si je ne faisais pas toutes ces grandes choses. Et donc là, je sentais qu'il y avait des petits trucs qu'il fallait aller creuser. Et je pense que si j'avais eu la Greg, si la vie m'avait donné la Greg, mais je pense qu'en fait, je me serais pas arrêtée, ça aurait été l'escalade. Je sais pas où je serais allée après. Je sais pas, président de la République, j'en sais rien. Non, je crois pas. Mais en tout cas, voilà, ça a été une première grosse brèche. Et j'ai commencé un peu à questionner, mais il y avait tellement de résistance que j'ai assez vite replongé. Et surtout derrière, il y a eu l'entrepreneuriat. Donc là, ça a été open bar. Mais oui, beaucoup de résistance et c'est très, très dur. C'est vrai que l'entrepreneuriat, on se rend pas compte, mais dans ce genre de schéma où justement, ouais, tu as besoin, enfin, tu te nourris, enfin, de reconnaissance et de travail, tu dois travailler, enfin, c'est important de bien, faut tout donner, faut se donner à fond. C'est vrai que c'est un beau vivier pour justement venir nourrir tes vieux traumas, tes vieilles blessures et que si tu t'en occupes pas, elles viennent te rattraper et te taper dessus. Je dis toujours que l'entrepreneuriat, c'est vraiment très développement personnel, enfin, ça te force à réfléchir à toi. Mais là, en plus, quand ça vient réveiller des blessures fortes, c'est vrai que tu arrives vite à des choses assez violentes finalement, parce que tu es face à tes contradictions et au bout d'un moment, tu peux plus les éviter finalement. Là, ton corps, il Mm. t'a dit, on y va Ouais. là maintenant, t'as assez été aveugle assez longtemps, Ouais. regarde. Bah ouais, je suis complètement d'accord avec toi et j'en suis pleinement consciente que l'entrepreneuriat, en tout cas, c'est parce que j'ai vécu, je ne peux pas parler des autres métiers, à part le métier de prof, mais je l'ai fui. En tout cas, l'entrepreneuriat, c'est un énorme miroir de tous les boulets qu'on se traîne et qu'on n'a pas traités, qu'on n'a pas élaborés, qu'on n'a pas soignés, j'en sais rien. Et vraiment, enfin, je trouve que il y a des enjeux tellement forts, tout est en lien avec, enfin, même si c'est pas nous l'entreprise, mais on a tendance dans notre cœur, c'est nous. Donc, on a l'impression que c'est nous, que je vais être jugée, j'ai échoué, et puis il faut rentrer des sous. Donc tout ça, ça se mélange. Et il y a des moments, c'est ce que je dis souvent, je dis, j'arrive pas à savoir là, en ce moment, là, je dois travailler tard, j'arrive pas à savoir si c'est de nouveau mon mécanisme, mon schéma, ou la réalité, parce qu'il y a un moment quand même, bon bah voilà, entrepreneur, il n'y a pas le choix en fait, les premières années, c'est comme ça, tu peux pas chipoter en fait. Mais c'est dur de trouver, et pendant plusieurs années, je me suis cachée derrière ça. À un moment, tu es honnête et tu te dis, non, en fait, il y a autre chose, il n'y a pas que ça. Et voilà, et en même temps, ralentir le travail. Ça veut dire aussi dealer avec la croyance que j'essaye de combattre, selon laquelle ben, j'ai du mérite si j'ai saigné, si j'ai transpiré, si j'en ai chié. Et comment tu fais avec cette croyance-là? Donc voilà, et puis toutes les autres croyances, notamment tout ce qui est en lien avec la perfection, c'est vraiment très dur. Donc tout ça m'a explosé à la figure à ce moment-là. Et puis voilà, tu détricotes petit à petit et puis surtout tu comprends cette histoire de système nerveux. Donc j'ai de nouveau eu, au moment du lancement de 2024, un moment de shutdown. Donc c'est vraiment le moment où le système nerveux s'effondre complètement parce que les actions de fuite ou de combat n'ont pas fonctionné ou parce que tu es en phase d'épuisement total. Et ben ça, c'est bizarre aussi. Quand tu fais pas les actions que tu dois faire alors que tu sais exactement ce que tu dois faire, en plein lancement, compliqué. Et ça me l'a refait aussi au lancement de cette année. Donc j'ai relancé un autre programme différent, enfin sur le même concept, mais plus orienté sur les personnes qui veulent sortir du one-one, pas celles qui veulent créer une formation. Et ben ça me l'a refait pareil. Pareil, en plein lancement, shutdown complet. C'est-à-dire, pareil, le cerveau, impossible de réfléchir. Et il y a un moment, impossible de me lever. Et un matin, j'ai pas pu me lever. Donc il y a des restes, mais maintenant je les observe différemment et je comprends ce qui est en train de se passer, quoi. Quand je tire sur la corde, voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que, alors, il y a l'événement isolé du gala de Geneviève Gauvin qui déclenche, on va dire, la série.
tu prends conscience de plein de choses, tu entames un travail, j'imagine une thérapie ou quelque chose comme ça, tu te Ouais. fais accompagner pour justement détricoter tout ça, mais ça ne résout pas ton problème parce que du coup, il y a quand même des répercussions qui, même si peut-être c'est les 2 fois où ça t'est arrivé après, tu l'as vécu différemment, ou tu as peut-être pu identifier les signes un petit peu plus tôt que sur Mm. le premier déclencheur, il y a quand même un travail qui perdure et c'est pas parce que tu décides de claquer des doigts pour te Non. reprendre en main que de suite ça fonctionne, quoi. C'est ça, malheureusement. Parce que justement, c'est pas qu'une question d'emploi du temps, c'est pas qu'une question de discipline. Moi, des fois, j'ai des copines qui me disaient, mais tu te mets un timer, à 18h, t'arrêtes de travailler. Ce serait tellement plus facile si c'était que ça. En fait, c'est ouais, c'est quand c'est je crois hein, que quand c'est en lien avec des croyances aussi profondes, avec un programme, comme tu disais, Clémentine, quand c'est en lien comme ça avec des traumas lourds, en tout cas, quand les mécanismes sont en lien avec des traumas non traités suffisamment, eh ben, les résistances sont dures. Donc non, c'est pas du jour au lendemain. Et je crois même que finalement, les piqûres de rappel que j'ai eues viennent entériner le travail encore plus, rendre le travail encore plus profond, viennent me mettre vraiment les nerfs, vraiment, vraiment les nerfs encore plus, et, mais viennent donner encore plus envie de s'en sortir parce qu'on veut plus revivre ça, quoi. Ouais, et puis quand tu commences à prendre conscience de ce qui se passe, etc., tu fais un peu plus attention et comme tu dis, tu es un peu Mm. plus à ton écoute, tu repères un petit peu où est-ce que tu es en train de retomber et tu te poses au moins la question, comme tu disais, est-ce que là je suis en train de ressombrer dans mon vieux schéma ou Mm. est-ce que juste, ben oui, il faut que je mette un petit coup de cravache parce que bah, c'est le business, mais au moins tu te poses la question, ce que tu faisais pas avant. Non. Donc finalement, c'est aussi un progrès, même si oui, tout n'est pas encore terminé, Mm. mais ça reste un progrès qui va faire que petit à petit, tu vas t'habituer à te poser la question et à reconnaître quand est-ce que là c'est Exactement. bon et là je suis en train de Mm. merder, je suis en train de retomber dedans. Mais comme tu dis, c'est Ouais. tellement profond, il faut se prouver par l'habitude, il faut changer des choses, il faut Mm. se sécuriser en fait. Le principe du système nerveux, c'est qu'à un Oui, moment, il faut le sécuriser. Donc c'est pas juste, comme tu dis, je coupe à 18h. Non, parce qu'il y a une grosse peur derrière, je coupe à 18h. bien Donc sûr. c'est Bien sûr, il faut aller toujours mettre de la comprendre. sécurité dans ces moments-là, en fait. C'est ça qui est très dur. Parce que sinon, oui, je pourrais me forcer, mais c'est tellement insécurisant qu'en fait, je ne fais que euh, exciter le système d'alarme, quoi. Donc, non, comme tu dis, c'est très dur. Ça a l'air de rien, parce que quand on est en plein dedans, on se dit, ouais, je m'en fous d'observer, moi, je veux juste que ça se guérisse. Mais en fait, c'est beaucoup. D'être capable de s'observer, de se dire, ok, là, je suis dedans, là, je sens bien que je suis en train d'aller prendre ma dose de drogue. Des fois, ça permet pas d'en sortir, mais ça change quand même vachement la donne. De s'observer, de se dire, ok, là, ok. Alors après, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui ont bougé, hein. C'est-à-dire que, alors j'ai mis un peu plus de temps, mais à part de manière très exceptionnelle, je ne travaille plus le soir. Parce que je travaille tous les soirs, en fait, tout simplement. Je travaille tous les soirs. Je ne travaille plus le soir. Très exceptionnellement, bon, à part les périodes de lancement et de rush, machin, j'essaye de plus travailler le week-end. Et ça aussi, ça a l'air de rien, mais j'ai passé 4 ans à bosser tous les week-ends, à bosser quasiment tous les soirs. Donc, et si je bossais pas, j'étais mal. Donc, voilà. Mais pas mal parce que, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser mes clients, machin. C'était même pas ça. C'était même pas ça. Parce que des fois, on me disait, ah, mais c'est bon quand même, tes clients, ils peuvent attendre demain, machin. En fait, c'était pas ça. C'était pas tant une conscience professionnelle que besoin de m'occuper en permanence, quoi. Donc, non, c'est puissant de l'avoir identifié. Ça suffit pas, mais c'est déjà un début incroyable de l'avoir identifié. Donc voilà. Donc, c'est vrai que mon message, mon envie de partager ça, repose sur voilà, une grosse envie de faire passer ce message-là, d'aller s'observer, d'aller vraiment être à l'écoute de tout ce qui se joue, parce que vraiment j'ai la sensation que l'entrepreneuriat vient réveiller plein de trucs. Ça, c'est certain. De toute façon, comme tu dis, en fait, j'aime bien cette question-là. Qu'est-ce qui se joue là derrière quand, ouais, il y a un truc qui te panique, il y a un blocage, n'importe quoi, que t'oses pas faire X ou Y. Il y a quoi derrière ça? Mm. C'est quoi la peur? T'as peur de quoi? T'as peur de perdre quoi? T'as peur de, comme tu parlais d'identité tout à l'heure, oui, mais si je fais plus ça, je suis qui, en fait? Ouais. Si, c'est terrible, en fait, comme question, mais bien souvent, on a ça ancré, hein. Oui, mais si je suis plus comme ça, alors que j'ai toujours été comme ça, en fait, c'est quoi? C'est je deviens une coquille vide ou comment ça se passe? Alors que pas du tout, en plus, je veux dire, l'être humain est très complexe, on a plein de choses à proposer et puis, il y a jamais de vide. Il y a des choses qui remplacent, il y a des choses qui se modifient et cetera, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de: «Ah, mais si j'ai toujours été cette personne-là, comment comment les autres vont réagir et comment moi je vais réagir, en fait, face à une inconnue?» Mais c'est tellement ça. Mais vraiment. Et ça, c'était puissant. C'était tellement puissant que j'avais vraiment cette sensation que si je lâchais ça, j'ai l'impression que
Ouais, que j'allais tomber, en fait, que j'allais tomber et que j'allais m'effondrer et que, tu vois, c'était vraiment identitaire. Qui je suis, je ne suis plus personne si je ne suis pas cette acharnée du travail, cette nana hyperactive qui fait 3 milliards de trucs, voilà. Et du coup, en disant hyperactif, ça me fait penser qu'il y avait une autre dans ce qui se jouait en dessous, il y avait aussi le TDA qui était là, donc des troubles de l'attention, qui était là et qui justement, venait vraiment alimenter cette recherche, qui venait se combiner à toute cette salade-là, qui venait, notamment, entre autres, un des aspects du TDA, c'est cette recherche de l'hyperfocus, cette recherche de dopamine, et ça, j'en avais pas conscience. Donc j'ai attendu 44 balais pour me traiter pour du TDA, alors que mon fils, qui a aujourd'hui 19 ans, est traité depuis plus de 10 ans et que j'ai lu tout ce qui existe sur le sujet et que quand j'étais prof, très sensibilisée sur le sujet, enfin bref, et que je bosse en neurosciences, machin, quand tu veux pas voir un truc pour toi, et aussi parce que tu as tous les stéréotypes du TDA qui peut pas se concentrer, alors que moi, je peux rester le cul sur une chaise de 8h à 22h. Donc c'est complètement... Sauf que non, je suis allée passer des tests et effectivement, il y a un TDA. Et ça aussi, ça a beaucoup changé les choses depuis que j'ai un traitement. Parce que, la première fois que j'ai pris le médoc, je me suis dit, mais c'est quoi cette vie? Je me suis dit, mais c'est quoi cette vie-là? J'avais l'impression que j'ai travaillé et qu'on avait éteint toutes les télés, toutes les radios là à côté de moi, là, quand je travaille, qu'on avait fermé tous les onglets, tous les dossiers, et que j'avais une tâche, comme si je travaillais sur une seule tâche, comme si je n'en avais qu'une seule. Et je restais sur la tâche. Et je me dis, mais c'est comme ça que les autres gens travaillent tout le temps? Et moi, ça fait 45 ans que je travaille. Horrible. Enfin, horrible. J'étais joyeuse, mais j'étais très en colère parce que dans mes études, maintenant je comprends pourquoi j'en ai chié. J'étais excellente à l'école, brillante, mais à un prix, à un coût de dingue. Donc j'ai développé aussi cette endurance, parce qu'en fait, je me battais contre un fonctionnement cognitif. J'ai su plus tard, avec le HPI, un fonctionnement cognitif différent, le TDA. Mais donc j'ai aussi construit ce modèle de celle qui doit travailler plus que les autres parce que pendant le cours, moi, je comprenais pas forcément tout de suite. J'étais obligée de mâchouiller toute seule pour avoir les résultats que j'avais, quoi. Donc voilà, donc cet événement de cette soirée-là, cette soirée paillette, m'a beaucoup bousculée, mais il a été vraiment le début du work in progress parce que j'ai pris conscience de tout ça. Voilà. Hyper intéressant. J'aime beaucoup enfin, ce que tu as dit dans le sens où souvent on a peur, enfin la peur la plus grande des entrepreneurs, c'est sortir de sa zone de confort, etc. Alors qu'en réalité, quand tu te rends compte que toute ta vie et toutes les croyances que tu as bâties pendant des années, etc., s'effondrent, et que du coup tu perds tes repères, tu sais plus qui tu es, quelle est la vérité quelque part, ben c'est hyper déroutant, hyper déstabilisant, et je trouve que ça fait beaucoup peur que de sortir de ta zone de confort en faisant quelque chose que tu n'as jamais fait, quoi. Enfin, donc j'aime Mais beaucoup. ouais, mais t'as raison, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Oui, c'est vrai. En réalité, c'est 10 fois plus terrorisant, en fait, finalement. On cristallise sur la sortie de zone de confort. En réalité, perdre tous tes repères, mais c'est... Ouais, tu sais plus qui tu es, tu sais pas... Enfin, bref, ça vient questionner trop de choses, c'est tellement violent. C'est tellement effractant. Enfin, quand on connaît un tout petit peu la psychologie, le système nerveux, machin, c'est tellement effractant qu'on n'y va pas. Bien sûr qu'on n'y va pas. Oui, Mais c'est une bon, remise en question. Déjà que le cerveau ouais. aime pas le changement, et là, tu lui dis tout ce que tu as cru jusqu'à maintenant, c'était C'est pas ça. ça. Enfin, C'était pas c'était ça. ça, mais c'était des mécanismes d'adaptation, c'était à cause d'un trauma, c'était machin, mais c'était pas toi. La bonne élève, c'était pas toi. La bonne élève parfaite. Et C'est ça. ça, alors ça, c'est encore vraiment work in progress, mais j'ai bien avancé quand même. Non, mais la bonne élève, c'est terrible, en fait. C'est terrible, terrible, ce syndrome-là, mais il est terrible, terrible. Et en même temps, des fois, on en a conscience, mais sans en avoir vraiment conscience. On le sait. On le sait qu'on est perfectionniste. On sait qu'on est dans du people pleasing. On le sait. Bon, Des fois, on est un peu fiers, hein. oui aussi, je Ça rend pense. fier d'avoir cette image aussi, je pense. Évidemment. Et puis ça vient nourrir. Ça vient nourrir. Non, mais Évidemment. c'est ça, c'est le serpent qui se mord la Évidemment. queue. Et lâcher cette identité-là et ce mécanisme, c'est prendre le risque, pour son cerveau, pour l'inconscient, de ne plus être aimé, mais c'est trop dangereux, en fait. Et ça a l'air con quand on le dit là, mais en réalité, c'est tout se joue là-dedans, c'est pas forcément toujours raisonnable. Et donc non, c'est très dur. Et donc vraiment, mon gros boulot, c'est de tuer cette bonne élève. Yes, j'aime bien. Enfin, forcément, moi, ça me parle beaucoup, mais Mmh. ce que je dis tout le temps, justement, aux personnes qui ont été cette bonne élève, etc., généralement, voilà, comme tu dis, ça vient pas de nulle part. Je vais pas taper sur les parents, mais bon, quand même, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient pas nulle part. Mais bref, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a tellement pris ce rôle de petite fille sage vite, très tôt,
Qu'en fait, Ouais. on n'a jamais eu le temps, l'espace d'être soi-même, enfin, de trouver notre propre identité. Jamais, en fait, tu as eu l'espace pour te dire: «Ah, mais moi, je suis comme Et ça, c'est j'aime pas ça, j'ai mmh. besoin de ça». Jamais tu as eu cet Et c'est pire espace. que ça, c'est que dans certains foyers, c'est dangereux d'être Ouais, c'est soi-même, ça, c'est d'avoir des ça, besoins, d'avoir des envies, d'exprimer ce qu'on pense. C'est c'est dangereux. ça. Donc en fait, comment tu veux que ton logiciel, il se formate pas, avec ça? Bah, c'est C'est ça, donc terrible. tu Franchement, jamais c'est eu terrible. l'espace d'être toi parce que comme tu dis, Mmh. à certains moments, au pire, c'était dangereux, au mieux, c'était safe. Tu voyais bien quand même que ça allait déranger, donc dans tous les cas, Ouais. ça ne convenait pas et donc tu as jamais eu cet espace et là, tu te retrouves à un moment dans ta vie, 30, 40 ans, où tu fais: «Mais attends, ça c'est chelou quand même, parce que Mmh. ça me convient pas en fait. Pourtant j'ai toujours été comme ça, alors qu'est-ce que ça veut dire si je suis plus cette personne?» Et ouais, comme tu disais Lise, c'est terrifiant parce que C'est là, c'est ça. tous Ouais, mes c'est repères. vraiment on se rend pas compte à quel point c'est engrammé, encrouté Mmh. et que ça part pas en claquant des doigts et c'est vraiment, et pour avoir lu plein de choses sur le sujet, en fait, quand tu comprends à quel point le cerveau de l'enfant, quand il est mobilisé pour survivre, pour, se suradapter, pour développer de l'hypervigilance, pour scanner toutes les émotions, machin, il peut pas développer d'autres choses et donc ce truc-là, il le surinvestit et il en a besoin et c'est devenu son mode de fonctionnement par défaut. Donc en fait, tu comprends à l'âge adulte plein de choses et voilà. Mais c'est important d'aller creuser tout ça, en fait. Clairement, même si c'est pas Mmh. agréable, mais la prise de Oh! conscience est jamais agréable déjà quand tu te ramasses sur la gueule, que tu fais: «Oh en fait, ah Ah, c'est c'était horrible. pour ça? Ah Bah, OK». surtout quand tu es la petite princesse parfaite. C'est vachement dur. Ah ouais, non, ouvrir les yeux, c'est horrible. Sortir du déni, mais c'est tellement dur. C'est C'est tellement tellement dur violent. et tellement libérateur après quand même. Même si Oui. tu sais qu'il va y avoir beaucoup de travail et que voilà, il y a des Mmh. choses, ça va prendre du temps comme tu dis. Encore une fois, c'est pas en un claquement de Mmh. doigts et oui, c'est inconfortable, mais en même temps après tu dis: «Oh putain, Ah ouais, ouf, ouais. Mais je le peux donc travail, m'autoriser». il pique la tronche, hein. Le travail que tu fais en thérapie ou que tu fais toi-même de ton côté pour comprendre des choses et pour ouvrir les yeux, accepter, ça pique. Mais oui, tu as raison, c'est libérateur. C'est vraiment libérateur et d'où l'importance vraiment, vraiment d'aller bosser tout ça. Alors quand on est prêt, parce que si on n'est pas prêt, ça fera plus de mal qu'autre chose, mais d'être à l'écoute et d'accepter et de lâcher en fait vraiment il y a un vrai deuil à faire hein, sur cette identité, ce personnage qu'on a joué, ces mécanismes qui nous ont sauvés un temps, qui nous ont permis d'être celle qu'on est aujourd'hui. Moi, je sais que ce mécanisme-là de bourreau de travail, il m'a permis de faire des choses incroyables. Et Bien alors sûr. après, oui, il a aussi suscité de l'admiration. Donc du coup, ça m'a renourri. Machin. Bref, voilà, quand j'ai écrit des bouquins, quand j'ai machin, c'était génial. Vraiment fait des trucs de dingue. Je suis sortie première de mon concours de prof. J'ai fait des trucs de dingue. Mais à chaque fois, dans les grosses phases de projet où je cramais tout sur mon passage. Je cramais mon corps. Je cramais ma vie de famille. Enfin, j'en parle même pas. Alors ça, on n'en a pas parlé, mais évidemment que c'était une catastrophe. C'était une catastrophe et mon mari, le pauvre, il osait même plus me dire des trucs parce qu'à chaque fois, je lui bondissais dessus, j'aboyais: «Ah mais tu peux pas comprendre, tu peux pas comprendre, c'est l'entrepreneuriat, c'est comme ça, il faut», voilà, je me voilais la face. Mes enfants, j'ai 3 enfants, voilà, ils me voyaient pas et je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte. Mes amis, j'en parle même pas et en fait, quand je dis: «Je crame tout sur mon passage» quand je suis dans une phase comme ça, c'est que vraiment à ce moment-là, je ne ressens même pas le besoin, l'envie d'aller voir les amis. J'ai juste besoin de travailler et c'est rien que cette phrase, elle est anormale. Elle interpelle et voilà. Donc ces mécanismes, il faut comme ils nous ont façonnés et que parfois ils nous ont en plus aidés à survivre, aidés à réaliser des belles choses, c'est vachement dur de s'en défaire. Et Mais il est temps. justement, en parlant d'entourage, tu nous as évoqué le fait que donc tu avais mis en place une thérapie, un suivi, machin, tout ça et tout. Tu nous as parlé des dispositions que tu avais prises dans ton business pour réduire ton temps de travail, etc. Mais du coup, quel est le rôle de ton entourage dans tout ça? Est-ce que, bon, j'imagine qu'il y a eu du soutien quelque part. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors, sans forcément rentrer dans la vie privée ou Mmh. quoi. Comment ton entourage a eu un impact sur ta condition et tes révélations et ta progression? Alors l'entourage, c'était difficile parce qu'il y avait à la fois les amies qui sont pas entrepreneuses, que j'écartais volontairement parce que j'écartais, elles pouvaient pas comprendre. Je considérais qu'elles ne pouvaient pas comprendre. Et à la fois, celles qui étaient peut-être entrepreneuses et maman et tout ça, qui en fait, tant qu'on ne connaît pas les répercussions du trauma, cette histoire de système nerveux, c'est quand même chelou, en fait, de dire: «OK, c'est bon, t'as subi des trucs quand t'étais petite. OK, mais c'est bon, c'était il y a longtemps, ça suffit, arrête de nous saouler avec ça». C'est pas ce qu'elles me disaient, hein, mes amies, mais moi, c'est ce que je me disais. Et donc du coup, le soutien qu'on pouvait m'apporter, c'était pas le soutien qui parce que j'ai l'impression qu'on me comprenait pas.
Alors, il y a eu la phase où de toute façon, j'étais dans le déni. Donc, on me comprenait pas parce que j'ai dit: «Mais je comprends pas, je suis obligée, j'ai des clientes, j'ai machin, voilà». Et quand j'ai commencé à en sortir, j'avais l'impression qu'on me comprenait pas parce qu'on me disait: «Bah, va faire du yoga, va prendre du temps pour toi, fais-toi une petite tisane». J'avais envie de bondir. Ou alors on me disait: «Ah mais moi aussi j'ai du mal à faire des jeux de société avec mes enfants, machin». En fait, ils comprenaient pas qu'en fait, moi, quand je suis en famille, il y a quelque chose qui s'allume et qui me fait ressentir, quelque chose d'extrêmement douloureux. Donc évidemment que je me barre travailler. Et donc il y avait cette incompréhension forte, mais j'ai quand même été très épaulée parce que j'ai réussi à expliquer à des personnes intelligentes autour de moi. Et j'ai la chance d'avoir 2 amies notamment qui sont psychologues. Elles s'appellent Sandrine les 2, mes 2 Sandrine, qui sont psychologues parce que du coup elles connaissent tout ça, dont une amie avec qui on a bien bossé, c'est avec elle que j'ai créé un programme de coaching à la fac. Et donc elles connaissent tout ça, donc elles comprennent. Donc en fait, j'avais pas de jugement, j'avais pas ce genre de phrases et en fait, il y avait beaucoup de compassion et j'en avais besoin à ce moment-là. J'avais pas besoin d'imaginer d'être jugée, voilà. Et mon mari a été extrêmement présent. Alors, il comprenait pas tout parce que c'est hyper dur à comprendre, en fait. Donc lui, il était plus dans la perception de l'addiction au travail, alors qu'en réalité, c'est un peu le haut de l'iceberg, mais en réalité, bon, voilà, c'est un peu plus. Mais voilà, petit à petit, voilà, il était soutenant et depuis le début, quoi. Mais soutenant et en même temps, je me mets à sa place. C'est dur de soutenir quelque chose qu'il rejette parce qu'en fait, ça vient lui pourrir la vie, en fait. Il avait qu'une seule envie, c'est que j'arrête de travailler parce que ça lui pourrait. C'est comme si il devait me soutenir par rapport à mon amant parce que je vais voir quelqu'un d'autre que lui. Enfin, il devait être dans une position très inconfortable de me soutenir face à quelque chose qui vient lui parasiter sa vie et lui enlever sa femme parce que vraiment, vraiment, j'étais un fantôme hein, à ce moment-là, avant le blackout. J'étais pas là, vraiment pas là. Et quand j'étais là, j'étais pas là, j'étais pas présente, quoi. Donc non, j'ai été quand même soutenue. Mine de rien, j'ai été soutenue, heureusement. Ok. Et tu parlais de tes enfants, alors rapidement, hein, mais eux, ils l'ont vécu comment, ça aussi? Parce que tu dis ton conjoint, bon, il a soutenu malgré tout. Avec les enfants, comment ça a été? Est-ce que ça a été un peu tendu ou est-ce qu'ils ont compris? Ou est-ce que, bon, bah, ils sont Ouais, j'ai beaucoup relativement jeunes, caché. J'ai beaucoup caché. Non, enfin, le grand a aujourd'hui 19, le deuxième 16 et la petite a 8 ans. Donc les grands, ils font leur vie et j'ai caché. J'ai caché aux grands complètement. Il y a eu un moment quand même où le lancement de l'année dernière où j'ai eu cette phase de shutdown vraiment complètement où ils me voyaient allongée sur le canapé à regarder des films. Ah, mais maman, qui es-tu? Il me dit qui es-tu? Même moi, j'ai mis qui êtes-vous? Je parlais au canapé. Oh, mais j'avais un canapé, je savais plus que j'avais un canapé. Bref, mais j'ai masqué parce qu'en fait, à ce moment-là, le lancement au départ ne se passait pas très bien. Au final, les derniers jours, ça s'est très bien passé. Mais donc, du coup, j'ai masqué en faisant croire que c'était parce que mon gros projet avait pas marché, que j'étais triste et ça justifiait que je puisse pleurer tranquille. Enfin bref, en réalité, il y avait tellement plus que ça. Et au final, les 2 derniers jours, c'est reparti. Voilà. Donc non, mes enfants. Et la petite, par contre, j'ai énormément de culpabilité. Heureusement qu'elle a un papa magnifique parce que j'ai énormément de culpabilité en fait. Il y a eu une grosse période où je la voyais pas. Donc elle l'exprime, hein, elle l'exprime pas mal. Ma thérapeute m'avait dit de lui en parler, de lui dire. Et en fait, je lui ai dit, bah, tu sais, maman, elle a beaucoup de travail. Et puis aussi, elle a du mal à arrêter de travailler. C'est comme ça un peu dans son cerveau et tout. Et puis elle m'a regardée, elle m'a dit, bah, tu mets un réveil. C'est elle qui m'a dit. J'ai dit, tu vas pas t'y mettre avec ton histoire de réveil. En fait, elle comprenait pas. Enfin, ce qui est normal, quoi. Donc voilà. Mais ouais, beaucoup de souffrance. Et c'est ce qui me donne la rage de continuer, même quand c'est dur. Parce que c'est hyper dur, finalement, quand on s'observe, qu'on voit qu'on est en train de plonger, mais qu'on n'y arrive pas. Ultra dur. Finalement, c'est tellement mieux d'être dans le déni. Voilà. Donc, c'est ce qui me donne la force parce que c'est pas juste. C'est pas juste pour mon chéri qu'il ait pas de femme, qu'il ait pas une vie normale. C'est pas juste pour mes enfants et c'est pas juste pour moi. Donc là, du coup, comme tu as repris les choses en main, même si work in progress toujours, mais Ouais. tu sens que ça fait du bien aussi par rapport à ton entourage, enfin toi et Bah, puis rien que les toi avec week-ends, ton ça entourage. n'a rien à voir. Ouais, Mm. ouais, Rien trop que les bien. week-ends et le soir. Alors, je rentre encore un peu tard, mais j'essaye d'être là quand même. Donc, non, c'est. Et puis, le fait d'avoir discuté de tout ça avec mon mari, de pouvoir poser des mots sur tout ça, qu'ils comprennent un peu, en tout cas. Donc, non, là, il y a vraiment des choses qui ont été mises en place. Clairement, depuis que j'ai basculé en format groupe, je continue à faire de l'individuel. Mais voilà. Et là, progressivement, je vais aller de moins en moins vers l'individuel. Donc, évidemment que ça a mis de l'air. Et je faisais de la résistance là-dessus.
là où je disais à mes clientes de ne pas faire de la résistance, parce que oui, je vais leur montrer qu'avec ma méthode, on peut tout à fait faire quelque chose de collectif et que les clientes réussissent, que les clients réussissent sans dépendre de nous, donc sans dépendre du one-one. Oui, moi, je ne me l'appliquais pas. Donc voilà, progressivement. Donc après, l'année d'après, donc en 2025, il y a eu un autre programme Respire. Et puis petit à petit, maintenant, des petits programmes. Il y a aussi le modèle que j'ai changé parce qu'il y a aussi le modèle One-One qui... Alors, je ne vais pas accuser que le modèle One-One parce que on vient de voir toute la réalité. Évidemment que je serais dans du mensonge. Mais il y a quand même ça. Le modèle One-One, il m'a fait beaucoup de mal. Le One-One exclusif, en tout cas. Parce qu'en fait, il y a un moment, ça rentre pas. Ça rentre pas, c'est normal. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Si tu veux faire rentrer plus d'argent, il faut travailler la nuit, il faut travailler plus, c'est plus possible. Et puis mine de rien, c'est beaucoup de pression et tu as l'espace pour rien. Donc je suis convaincue que lui, il m'a fait beaucoup de mal aussi. Lui, genre c'est une personne, une personne malveillante. Parce qu'en même temps, il faut bien commencer par ça avant de basculer sur du collectif ou sur du programme en ligne. En tout cas, moi, c'est ce que je dis toujours, il faut avoir un minimum de recul et avoir quand même testé. Parce que si tu veux modéliser ton approche, il faut vraiment que tu aies suffisamment expérimenté, il faut que ça soit solide. Mais ouais, il m'a usé. Donc aujourd'hui, il y a plus d'air quand même. Méchant one-one. Ok. Trop bien. Du coup, si t'aurais... Oulala, ou si t'aurais... Waouh. Si t'avais un dernier conseil à nous donner, mindset ou n'importe quoi, mais un dernier conseil pour justement les personnes qui nous écoutent, ce serait quoi? La chose à retenir? La chose à retenir, si j'avais un conseil à donner. Prendre une photo de là où tu gardes ta voiture. Oh putain, grave. Tu sais que moi, je le fais tout le temps. Non, mais bien sûr, maintenant que je le fais. Non, mais bien sûr. Mais le nombre de fois, en plus, où j'ai cherché sur des grands parkings de centres commerciaux, où j'ai cherché... Bien sûr. Oui. Oui. De vérifier quand tu sais que tu es dans le bon parking. Ouais. Alors, quand tu sais que tu as des troubles de l'attention, n'attends pas qu'ils disparaissent par magie, mets en place des stratégies et tant pis, quoi. Donc, c'est des rappels, des prises en photo du nom de la rue où tu es garé, bien sûr. Et pour ne pas attendre de se retrouver dans un état d'effondrement qui est nécessaire, mais aussi très, très douloureux, peut-être le conseil que je peux donner, c'est si tout ce qu'on a brassé là résonne, c'est vraiment de s'autoriser à questionner. Je crois que souvent, on ne s'autorise pas à questionner. Parce que, alors premièrement, moi, c'était une reconversion. Donc, si je commençais à m'aventurer, à me dire « Oh putain, en fait, finalement, je ne peux pas faire ce boulot-là parce que en fait, c'est trop fatigant, c'est trop mal. » Mais c'est flippant. C'est trop flippant. Quand j'ai commencé à être hyper épuisée, à plus vouloir faire du one-one, je me suis dit « Mais alors quoi? Donc, finalement, qu'est-ce que je vais faire quoi comme boulot, en fait ?» Donc, c'est très dur. Questionner quand un modèle a bien marché ou un fonctionnement ou un schéma, peu importe, que ce soit un modèle business, que ce soit une manière de faire. Bref, je crois qu'on se met des barrières, on ne s'autorise pas à les questionner pour plein de raisons. J'en sais rien. Est-ce que des fois, il y a une loyauté envers je ne sais quoi? Parfois, il y a, il faut accepter qu'on se soit planté. Il faut oser tester des nouvelles choses. Mais d'abord, il faut s'observer et aller creuser, avoir une espèce d'espace-temps là qui est très dur à faire exister entre le moment où on est en train de faire quelque chose et où on doit prendre une décision et de voir, comme tu disais Clémentine, d'aller se dire attends 2 secondes là, qu'est-ce qui est en train de se jouer là? Pourquoi je suis piquée? Pourquoi j'arrive pas à m'arrêter? Qu'est-ce qui se passe? Mais y aller vraiment en fait. Voilà. Alors c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment s'observer, travailler sur soi et se rendre compte en fait, vraiment de se rendre compte et de se dire qu'en fait l'être humain, vraiment c'est l'hôpital qui se fout de la charité quand je vais dire ça parce qu'il y a quelques mois, l'être humain n'est pas fait pour travailler comme une machine. Et s'il le fait, c'est pas une qualité. Alors ça me fait mal au cœur de le dire parce que pendant longtemps j'ai considéré que c'était ma qualité, mais non en fait c'en est pas une. C'est un schéma, c'est un mécanisme, c'est un super pouvoir que le cerveau a développé pour une certaine raison. Alors, il peut y avoir des pics de boulot où par moment on est effectivement une superwoman, mais donc voilà. Et d'accepter de plus être cette gentille fille, la fille parfaite, la bonne élève. Voilà mon conseil. Bien, trop bien. Mais c'est vachement intéressant. Mais tu vois, tu dis c'est pas une qualité. Alors, je dirais à l'extrême. Mais en soi, c'est quand même... Moi, je suis une meuf de nuances. J'aime bien mettre des T'as nuances. raison. Et ça reste des super pouvoirs. Ça fait chier la manière dont ils sont arrivés. Parce que quand tu réfléchis, tu es fait chier. Ouais, j'aurais aimé avoir une enfance tranquille, machin, ou tel événement ne s'est pas passé. Ok. Mais quand tu en as conscience et que tu as fait le travail suffisamment pour te dire ouais, où est-ce que là je suis dans l'excès ou pas, je trouve que c'est pas mal de pouvoir utiliser ces choses. Ça t'a servi à un moment donné.
Et Mmh. ça peut te resservir encore parce qu'un perfectionniste, en soi, tu vas faire attention aux détails. Donc c'est quand Clair. même important, c'est génial d'avoir quelqu'un comme ça, tu vois? Ouais. Mais attention, est-ce que je suis en train de sombrer du côté obscur ou est-ce que j'ai trouvé mon équilibre C'est pour que exactement là, ça, mon raison. perfectionnisme, me serve? Je dirais pas que c'est un défaut non plus. Mmh. C'est pas une qualité quand tu es à l'extrême parce que voilà, Mmh. à partir du moment où ça vient de flinguer ta santé mentale, ton énergie, on est bien d'accord que ça va pas. Mmh. Mais apprendre Oui, tu as à raison. exploiter ça, mais avec, justesse et équilibre et comme ça, voilà, on évite Non, de tu retomber as dans les raison, vieux c'est schémas. vrai. Ouais, ouais, non, tu as raison, c'est à l'extrême que c'est pas une qualité. Mais c'était pour piquer volontairement que j'ai dit ça pour Ouais, être je un peu comprends. trash parce que moi, ça m'a piqué d'entendre ça. Donc, et ce qui est dingue, c'est qu'au moment où j'étais en train de questionner tout ça, la vie m'a envoyé que des clientes qui avaient ce genre de profil, qui ne s'arrêtaient pas, qui enchaînaient les formations, qui enchaînaient les accompagnements et qui ne dormaient pas et qui ne voyaient pas leurs enfants. C'était dingue. Et les mêmes mécanismes et je les voyais quoi, vraiment. Alors elles étaient plein de métiers différents. Elles étaient thérapeutes, elles étaient coachs, enfin peu importe, mais exactement les mêmes mécanismes. Et c'est dingue. La vie m'a envoyé vraiment. Et donc j'avais vraiment ce miroir. C'était intéressant de leur dire des choses que je me disais moi-même. Moi, je vais apporter une nuance à la nuance de Clem, parce que j'aime beaucoup cette notion de recherche d'équilibre, etc. et tout, et pas forcément que dans le travail, mais dans tous les pans de la vie et tout. Et j'ai même envie d'aller plus loin dans le sens où l'équilibre que tu vas trouver à l'instant T ne sera pas forcément figé dans le marbre dans les autres instants de ta vie, dans le sens où il y a des périodes où ton équilibre, enfin, tu vas devoir régler ce curseur en fonction de ce qui se passe dans ta vie. Si on remet dans le contexte de la charge de travail, effectivement, quand tu es sur des phases de lancement, etc., l'équilibre que tu avais en mode tranquille, il va forcément bouger, et donc du coup, il va falloir bouger ton curseur avec. Et moi, du coup, je vois ça plus comme soit tu vois, un funambuliste genre qui est sur son fil, qui cherche son équilibre mais qui est toujours en mouvement, soit une danse, t'es obligé de bouger pour garder ton équilibre, etc. Et du coup, se dire que c'est pas parce qu'on l'a trouvé, ce fameux équilibre, Hmm. que il faut suivre bêtement cet équilibre là, parce que peut-être que demain tu auras besoin d'autre chose. J'adore, complètement. Ouais, je suis 1000 fois d'accord. Et bah, carrément. Et ça rejoint ce que je disais dans le fait qu'il faut s'autoriser à questionner. S'autoriser à vraiment se dire, ok, là, maintenant, tout de suite, ça me convient, mais là, ça me convient pas, et c'est pas grave. T'as raison, et t'as raison, c'est pas gravé dans le marbre. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, du coup, vos questions du début, parce que finalement, c'est quelque chose du moment. Ça nous définit pas, c'est là maintenant. Et voilà, j'aime bien l'idée. Mais oui, Yes. t'as raison. C'est vrai qu'il y a des. Oui, c'est quand même mon super pouvoir, mais aujourd'hui, je vais le mettre au service de ma réussite différemment et de ma vie différemment. Et c'est très important de pouvoir faire ça, quoi. C'est ça. En Et fait, c'est une laisser de la place force, à d'autres choses. c'est une force, c'est plus une partie de ton identité, c'est juste, une force, un outil supplémentaire, Mm. voilà. Mais comme tu dis et puis Lise, tu as le droit de changer, tu as le droit d'évoluer, tu as le droit de en fait, Et on d'avoir des s'accroche phases. plus à ça, genre comme une moule à son rocher de: «Ah je suis comme ça c'est ce qu'il me faut». Non, Et tout peut bouger. ouais, Autorisez-vous à changer mais c'est ça. Et je tout le trouve, temps. par rapport à ce que tu as dit, Lise aussi, euh, je trouve que ça, de savoir ça, ça aide à lâcher prise. Parce que tu as moins l'impression que tu vas t'effondrer et que tu vas perdre ton identité. Non, c'est juste, ok, il y a des phases, il y a des moments, il y a des équilibres à trouver. Tu n'es pas obligé d'avoir des étiquettes, mais c'est très dur. Mais je trouve que ça aide à lâcher Ben, par step. c'est surtout que j'ai l'impression qu'on voit justement cette quête d'équilibre. On parle souvent d'équilibre vie pro, vie perso, tu vois, un peu comme le truc sacré qu'il faut absolument trouver, tu Le vois, Saint machin, tout Graal. ça et tout, et qu'une fois que tu l'as trouvé, après t'es tranquille. Sauf que non, une fois que tu l'as trouvé, il va encore se passer une dinguerie dans ta vie. Enfin, ça peut être un petit grain de sable qui vient bousiller le rouage, tu vois, ou ça peut être un gros drama, enfin voilà, il peut y Mm. avoir n'importe quoi qui peut se passer dans la vie puisque la vie est imprévisible. Et en fait, quand tu penses que t'es arrivé au bout de ton chemin, ben en fait non, le chemin continue. Et du coup, je pense que si on part dans l'optique que rien n'est figé dans le marbre et que on est toujours en constante évolution, en constant mouvement, là, ben, ça t'aide à relativiser, comme tu disais, à lâcher prise sur le fait que bon ben le fonctionnement que tu as aujourd'hui, l'organisation que tu as aujourd'hui ne te convient pas. Je vais trouver une solution provisoire en sachant pertinemment que si demain il se passe X ou Y, ben je trouverai d'autres solutions. Ouais, c'est exactement ça. Et on revient à s'autoriser. S'autoriser à changer, s'autoriser à faire bouger, s'autoriser. Parce que tu parlais d'équilibre vie pro, vie perso, personne n'a écrit que ça devait être 50-50 et personne n'a écrit que c'était 50-50 tout le temps. Mais souvent, on a ce truc-là, alors qu'en fait, il peut y avoir, tu as raison, les aléas de la vie dramatiques, mais il peut y avoir aussi l'envie de monter un projet. Moi, je sais que quand j'ai lancé Respire,
de décembre à avril, là, de cette année, donc jusqu'à avril 2024, j'ai bloqué les accompagnements. Je n'ai pas pris de nouvelles clientes. Donc là, c'est pas une histoire d'équilibre, c'est une histoire de j'ai bouleversé complètement quelque chose, j'ai pas pris pour pouvoir laisser de l'espace. C'est un gros pari, c'est pas très sécurisant, mais c'est comme ça, c'était pour faire de l'espace. Et ça fait peur, mais en même temps, voilà. Et à d'autres moments, j'en sais rien, des gens qui vont se lancer dans un gros projet, les gens que, quand j'ai créé Créatrice d'Impact, pareil, j'étais la tête dedans, mais il n'y avait pas le choix, parce qu'il y a un moment, il faut donner un coup de collier. Voilà. Le tout, c'est d'être dans la nuance et de bien repérer si c'est pas un mécanisme qui est à l'œuvre et de faire exister des moments de repos. Et moi, je travaille pour apprécier ces moments de repos. Oui, c'est ça, il faut les créer et après, il faut les apprécier. Donc, c'est encore un step supplémentaire, mais, C'est ça. mais comme on dit, work in progress. Et Mm. c'est trop bien parce qu'on pourra te recevoir plus tard dans Que Grave. sont-ils devenus pour savoir où ça en Génial. est de ce work in progress. Donc, trop bien. Non, c'est Merci cool. beaucoup pour cet épisode qui était très riche et je pense qu'il va parler à énormément parce que les petites filles Moi, je suis sages, les ravie. bonnes élèves, on les a, hein, on se sait, on est toutes Mm. là. On se sait. On se sait. Donc, Ouais, je suis merci contente. beaucoup. Merci beaucoup et à très vite. Eh ben, à très bientôt. Merci pour ce super podcast. Vraiment, merci pour. Je suis vraiment ravie d'être interviewée et de pouvoir partager mon histoire. Et merci vraiment à vous deux parce que ça manque. Ça manque de partage. On partage énormément les success stories, mais en fait, ça fait beaucoup de mal, je trouve. Alors, c'est bien, hein, c'est sympa et tout, mais c'est tellement génial dans votre podcast de voir des personnes, notamment parmi des personnes que vous avez interviewées, qui ont des super gros business. Et ça fait trop du bien. Non pas parce qu'on se dit: «Ah, c'est cool, ils sont dans la merde». Non, parce qu'en fait, on entend leurs réflexions, on entend c'est génial et ça permet aussi d'arrêter. Il y a tellement de fake sur Instagram que du coup, les entrepreneuses, ont l'impression qu'il faut jamais s'effondrer, qu'il faut jamais pleurer, qu'il faut jamais machin, il faut jamais rater et ça crée beaucoup et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc merci, vraiment merci pour votre podcast Avec plaisir. À votre service. et c'était un plaisir. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #drop the mic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?